puisque je pense qu'il y a pas mal de Marseillais qui sont à l'écoute ce soir. Donc, bonsoir Marseille, très heureux d'être avec vous. Merci de m'avoir permis de partager avec vous quelques idées, quelques réflexions par rapport à un thème qui est extrêmement important, à mon sens en tout cas, c'est celui de la colère. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de traiter de la colère? Je voudrais d'abord faire, si ça ne vous le dérange pas, une petite introduction. Il y a un texte du Talmud, de la Gemara, qui nous dit la chose suivante: Lo nitina Torah u mitzvot, et là, le tzarev ba'emet habriot. Ce qui veut dire que la Torah et les mitzvot n'ont été donnés, et là, seulement le tzarev ba'emet habriot pour réussir à raffiner les créatures. Alors, c'est intéressant de voir que nos maîtres nous disent que, au fond, la finalité de l'étude et des commandements, c'est de transformer l'individu. C'est de faire en telle sorte qu'il ne soit plus le même au début et à la fin de son existence. C'est-à-dire qu'il y ait une évolution chez lui au niveau de ses traits de caractère, de ses modèles de comportement. Alors, évidemment, ce sont des choses qui prennent du temps. On va essayer de comprendre en quoi la Torah et le mitzvot peuvent aider à cette transformation au niveau du caractère. Et puis après, nous allons évidemment revenir et attaquer sur l'enjeu de la colère. Tout d'abord, il y a un autre maître qui s'appelle le Gaon Mivilna, le génie de Vilna, qui est un des maîtres les plus prestigieux que nous ayons connus, qui a vécu au XVIIe siècle, et qui dit que, au fond, l'étude et la pratique des mitzvot ont comme but de changer l'homme, et si l'individu ne se transforme pas au niveau de ses midot, au niveau de ses traits de caractère, la malochaïm, à quoi sert son existence? Rappelons-nous qu'en effet, nous sommes, en arrivant dans l'univers, remplis de toutes sortes de tendances qui font partie de chacune et de chacun d'entre nous. Il y a un grand maître qui s'appelait le Raphaël Vital. Raphaël Vital était l'élève par excellence d'un maître qui s'appelait le Harizal. Le Harizal, on s'est sûrement entendu parler, n'est-ce pas, Safed, le maître de la Kabbale. Et le Harizal a transmis donc à son élève, après Vital, l'idée suivante, que l'on retrouve par la suite dans beaucoup d'autres lieux, que chaque être humain est constitué de ce qu'on appelle Arba Yesodot, c'est-à-dire de 4 éléments fondamentaux. Il y a chez chacune et chacun d'entre nous 4 éléments fondamentaux qui sont présents. L'élément terre, l'élément feu, l'élément air et l'élément eau. Terre, feu, air et eau. Ruach, Afar, Maïm et Esh. Chacun de ces 4 éléments est à la racine d'un certain nombre de traits de caractère qui sont chez nous positifs ou malheureusement moins positifs, on va dire négatifs. Alors, comme on va parler de la colère, on va donc voir que c'est un de ces 4 éléments est lié à la colère. On va les reprendre les uns derrière les autres. Esh, le feu, c'est justement la colère, la rancœur, les cris, ce genre de choses. La dimension de Maïm, de l'eau, c'est les pulsions, c'est les désirs, c'est tout ce qui a trait à l'univers charnel. Après, nous avons Ruach, ce qui a trait à l'univers de la parole, le souffle, donc les paroles pour ne rien dire, les conversations qui ne mènent à rien, des paroles de médisance, des paroles méchantes, des paroles de mensonges. Et puis après, Afar. Afar, c'est la terre, c'est le mal-être, c'est le désespoir, c'est la paresse. Qu'on le veuille ou pas, on a tous les 4. Enfin, je ne sais pas si vous avez essayé un jour de vous regarder, mais si vous avez essayé de vous regarder, ben vous avez constaté qu'on a les 4. On est tous de temps à autre un peu down, un peu paresseux, on n'a pas trop envie de se bouger, on a tous des pulsions et des désirs, on a des moments de colère, et parfois notre parole, c'est tout et n'importe quoi. Seulement, il faut savoir que chacune et chacun d'entre nous a à l'intérieur de ces catégories-là ce que j'appellerais une dimension émergente, c'est-à-dire qui est plus forte que les autres. Traduction, certaines personnes vont de temps à autre se mettre en colère, mais ne sont pas coléreuses toute la journée. Elles vont, par exemple, aimer de temps à autre parler, mais ça va. Par contre, elles ont des grands désirs, des pulsions physiques très très fortes, très puissantes, et qu'elles ne peuvent pas maîtriser, ou qu'elles ont une difficulté folle à maîtriser, ou alors un désir d'argent. On a tous envie d'avoir de l'argent, mais là, c'est obsessionnel. Et puis au niveau de la paresse et du mal-être, de temps à autre. Donc chez elles, la partie émergente, ça sera Maïm. D'autres n'ont pas ce type de problème, mais par contre, au niveau du afar, du mal-être, du désespoir et de la paresse, ça sera plus présent. Et chacune et chacun d'entre nous donc va identifier un point
Et la grande difficulté qu'on a dans la vie, c'est que quand on se met en mode comparatif, en modèle comparatif par rapport aux autres, on se sent mal. Pourquoi? Parce que regardez, quelqu'un qui, par exemple, est dans la problématique de la paresse, du mal-être, il n'arrive pas à se battre, et qui voit à ses côtés quelqu'un qui est super, qui a la pêche, qui se bat, qui bouge, qui avance, etc. Alors, il est persuadé que l'autre est parfait, et lui, vraiment, il est nul. Alors qu'en vérité, peut-être que l'autre a un vrai problème au niveau de l'univers de Maïm, des pulsions, et il n'est pas au courant, lui. Donc, ne pas être dans un modèle comparatif. On a chacun ses comptes à régler avec nous-mêmes. On est là pour régler nos comptes avec nous-mêmes et grandir. Donc, on a tous les quatre, mais chez certains, il y a une partie émergente que d'autres n'ont pas. Et donc, à nous de définir la partie émergente et sur la base de ça, commencer à faire un travail particulier par rapport à elle. L'univers du chaos de la colère, comme on l'a vu, appartient à Esh, au feu. Nous avons tous une dimension de colère à l'intérieur de nous. Nos maîtres nous disent que, évidemment, vous avez des personnes qui se mettent en colère facilement et qui se calment facilement. Alors on dit, c'est très bien, mais ce qui gagne d'un côté le perd de l'autre. C'est génial de se calmer facilement, mais dommage de se mettre en colère facilement. D'autres se mettent en colère difficilement et pardonnent difficilement. Alors c'est bien d'un côté de ne pas se mettre en colère trop souvent, mais si il faut après 2 ans pour pardonner, c'est un peu dommage. D'autres, au contraire, vont se mettre en colère facilement et pardonnent difficilement. Là, c'est encore pire. Ou alors il y en a d'autres qui se mettent en colère difficilement et pardonnent facilement, ça c'est le top. Et c'est vers cela, bien sûr, que l'on doit tendre, c'est-à-dire d'avoir difficile à se mettre en colère et quand on s'est mis en colère, ne pas avoir peur de pardonner, de regretter et d'avancer par rapport à cela. Néanmoins, la colère est un trait de caractère sur lequel ce n'est pas simple de travailler. Et on va essayer de comprendre dans quelques instants pourquoi. Rappelons-nous que la Torah nous relate que même Moïse s'est mis un moment en colère. Et en effet, la Torah va lui en faire le reproche, mais c'est quelque chose qui peut faire partie de tout à chacun. Le Zohar nous dit, les maîtres de la cabane nous dit, tu veux savoir à côté de qui il ne faut pas t'asseoir, de quelqu'un qui se met sans arrêt en colère. C'est sans doute pas la bonne fréquentation parce que la colère tire l'homme vers le bas et l'amène surtout à faire tout et n'importe quoi. On va maintenant essayer en premier lieu de comprendre, mais d'où proviennent les colères, d'où proviennent, pardonnez-moi, les colères. Alors il y a ce que j'appellerais les colères physiologiques, c'est-à-dire les colères qui sont liées à des dimensions extérieures à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains, on a un corps. Regardez, vous avez sûrement vu parfois au niveau de petits-enfants. Un petit enfant, vous le faites dormir tard, il dort tard, il dort tard, il dort tard, il se met en colère beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que son corps est fatigué et il maîtrise moins ses émotions. On l'a tous et toutes vu dans des moments de stress, dans des moments de tension, qu'on a passé manger, qu'on a passé dormir. Eh bien, un petit détail nous fait craquer, alors que de manière générale, on aurait géré. Ça, c'est ce que j'appellerais la colère physiologique. On peut évidemment apprendre à la gérer, mais on ne va pas la regarder de la même manière. Tu as mal dormi cette nuit, tu as un stress, tu attends des résultats, tu attends des examens, tu attends de trucs, de machins, etc., etc. Et quelqu'un t'explose, je ne justifie pas, mais je veux comprendre. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle colère physiologique. D'accord? Il y a parfois des changements hormonaux à l'intérieur de notre corps qui font qu'on est plus sensible et qu'on craque plus facilement. Et donc, on n'a pas à se sentir mal de voir qu'on est un être humain fait de chair et de sang. Mais essayons de réfléchir donc de manière générale à ce qui est à l'origine et ce qui provoque des colères. Vous savez que dans la vie, on a tous des schémas. On a tous des schémas, c'est-à-dire on a tous, à un moment, une vision sur la manière dont les choses devraient se passer. Je vous donne un exemple très simple, les colères du petit. Un petit enfant lui part du principe que s'il a envie de quelque chose, il doit l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à ça depuis qu'il est petit. Il était bébé, il voulait quelque chose, il pleurait très fort, et on venait, on lui donnait. Pourquoi? C'est un nourrisson de 2, 3, 4, 5, 6 mois. L'enfant très tôt s'habitue à cette idée que je veux, j'ai. Je veux, j'ai. D'accord? Donc lui, il est là. On va le faire monter sur, allez, le fameux manège. Il est super content. Entre vous et moi, il est normal d'avoir envie d'un deuxième tour. Vous connaissez beaucoup d'enfants qui disent à 4, 5 ans, même plus tard, papa, maman, vraiment, vous êtes tellement gentil, j'ai apprécié ce tour, ça me suffira pour aujourd'hui, même si je voudrais quand même une autre fois, mais je vais être raisonnable. Si vous dites ça, posez-vous des questions si on ne lui a pas fait fumer quelque chose, quoi, parce qu'il y a un problème. De la même manière, c'est légitime
d'avoir envie d'un deuxième tour, et si on n'en a pas, de ne pas être content. C'est normal. J'ai envie de quelque chose qui me fait plaisir. Et cette chose-là, je ne peux pas y avoir accès. C'est difficile. Déjà, nous, les adultes, on a difficile à gérer nos frustrations. On aurait aimé les choses ne se passent pas comme on veut. On a difficile à gérer nos frustrations. Donc, la colère de l'enfant, on la comprend parfaitement, évidemment. On va donc essayer de comprendre ce qui, de manière générale, est à l'origine de nos colères. On a tous donc un schéma sur la manière dont les choses devraient fonctionner dans l'univers. On a tous une vision. Et puis, après, il y a une réalité qui ne correspond pas à ce que nous aurions voulu. La colère est, de manière générale, la réaction que l'on va avoir vis-à-vis d'une situation qui ne se passe pas comme nous pensons qu'elle aurait dû se passer. D'accord? C'est-à-dire, et je le vois très bien, en tant que parents, on a tous une certaine manière de penser comment les enfants devraient faire. Ils devraient débarrasser, ils devraient faire ceci, ils devraient bien travailler, nanana, ce qui est normal. Et puis, bienvenue au club des gens normaux, tu découvres que ton enfant ne fonctionne pas comme toi tu aurais rêvé. Et à ce moment-là, le sentiment de colère peut être présent. Je considère que quand je rentre chez moi, eh bien, on devrait m'accueillir de telle manière. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être vu ça chez mes parents. Et donc, pour moi, c'est normal. Et si l'autre ne fonctionne pas comme je le veux, alors, je peux avoir une réaction de colère. La réaction de colère, au fond, c'est la réaction que l'on a face à une frustration lorsque les choses ne se passent pas comme nous pensons qu'elles auraient dû se passer. Évidemment qu'il y a d'autres raisons à la colère, mais j'ai envie de dire que si on analyse de manière générale, c'est comme ça se passe. Alors, comment est-ce qu'on peut commencer à travailler sur la colère en point d'entrée? Le point d'entrée, c'est de travailler sur ce que j'appellerais la théorie du qui a dit que. Alors, quand vous le dites rapidement, ça fait classe. Ça fait vous allez travailler sur la théorie du qui a dit que. Alors, les gens, ils se pensent que c'est un nouveau concept philosophique, alors qu'en vérité, non. La théorie de qui a dit que. Et qui a dit que parce que je veux quelque chose, je dois l'avoir. Et qui a dit que les choses doivent se passer comme ça? Et qui a dit que parce que je l'ai appelé, il doit me rappeler? Et qui a dit que parce que... Alors, le qui a dit que est une théorie très intéressante. En tout cas, je suis très pour, hein, parce que voilà, je vous en parle. Je suis très pour. Mais pourquoi je suis très pour? Parce qu'elle crée chez nous une notion qui est fondamentale dans la vie. C'est de créer une souplesse. Qui a dit que ne veut pas dire qu'après, je changerai d'avis. Mais j'éventualise que l'on peut penser et voir et comprendre les choses différemment. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire, la souplesse, ce n'est pas une girouette échangée sans arrêt d'avis. C'est ouvrir une autre lecture possible d'une situation et partir du principe que ce qui pour moi est une certitude ne l'est peut-être pas de manière absolue. Vous avez des gens, c'est très intéressant parfois, voilà, imaginez à une réception, alors ils considèrent que c'est normal que si les gens viennent, ils doivent faire ça. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que non. Qui a dit que c'est comme ça que ça doit être? Pour toi, c'est important, mais qui a dit que pour tout le monde, c'est important? Alors évidemment, si l'autre sait que c'est important pour toi, il doit essayer de tenir compte de ça, on est d'accord. Mais dans l'absolu, souvent, on considère que notre vision du monde et des choses est une vision absolue. On a tous ce problème. Au passage, vous savez, l'étude du Talmud est passionnante parce qu'elle permet d'imaginer une autre lecture et une autre compréhension d'une situation. Et qui a dit que? Qui a dit que parce que je t'ai invité, tu dois me donner un cadeau? Et c'est vrai, entre vous et moi. Et les gens disent, attends, c'est normal. On est ensemble, on prend un pot ensemble, et qui a dit que tu dois servir l'autre? Non, mais attendez, mais je ne comprends pas, mais ça se fait, mais c'est normal. Non, pas nécessairement. Ce n'est pas un signe négatif. On m'a amené mon coca, on t'a amené ton coca. Quand tu as envie de le boire, tu t'ouvres et tu te le mets. Ton coca dans ton verre et tu le bois. On est d'accord. Tu le verses dans ton verre et tu le bois. Et peut-être que moi, je pense que si j'ouvre le coca de l'autre et je le lui verse, l'autre va penser que j'ai envie qu'il le boive maintenant. Il n'a peut-être pas envie. Il va dire qu'il n'est pas content parce qu'au fond, il y a ces bulles qui vont s'en aller. Qu'est-ce qu'on sait? Alors, je prends des exemples un peu nunuches, pardonnez-moi, mais j'adore les exemples gros sabots, comme ça, tout le monde s'y retrouve d'une manière ou d'une autre. Donc déjà, il y a cette notion de travailler sur soi, c'est-à-dire se dire et créer cette vision à l'intérieur de notre vie. C'est pas simple, mais ça nous permettra de créer une certaine forme de souplesse.
Et qui a dit que l'autre a compris comme ça? Et qui a dit que pour l'autre c'est important? Et qui a dit que? D'accord? À partir de là, alors, normalement, j'aurais envie que vous me répondiez, mais ça sera trop compliqué techniquement. Donc, je vais faire la question et puis je vais faire moi aussi la réponse. La question, c'est la suivante. La question est de savoir, d'après vous, alors posez la question d'ailleurs autour de vous, d'accord, faites le test, et demandez autour de vous la chose suivante. D'après toi, c'est quoi le problème numéro un dans la colère? C'est-à-dire, c'est quoi la catastrophe dans la colère? C'est quoi le truc qui est vraiment dramatique dans la colère? De manière générale, quand vous posez cette question, vous entendez toutes sortes de réponses passionnantes qui ne sont pas fausses, qui est parce qu'après on fait tout et n'importe quoi, parce qu'après il y a des ruptures, parce qu'après on ne va pas bien, que sais-je. Sur les conséquences, chacune et chacun va expliquer que, au fond, le problème de la colère, c'est les conséquences que ça peut générer qui peuvent être dramatiques. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, mais j'aimerais nous ouvrir peut-être à une lecture un peu différente. J'ai l'impression que le problème numéro un de la... Pardonnez-moi. J'ai l'impression que le problème numéro un de la colère, c'est quoi? C'est que ça marche. Et comme ça marche, on peut malheureusement s'habituer à ce modèle. C'est-à-dire que on se met contre qui en colère? Regardez. Moi, je suis là, je suis dans ma voiture. D'accord? Je veux me garer. Et il y a quelqu'un qui, hop, me prend la place. Ça ne se fait pas. Donc, je sors, pas du tout content. Et je vois devant moi sortir de l'autre voiture deux messieurs qui font à peu près 1,95 m chacun, plutôt carrés, et qui me disent bonjour. Moi, j'ai dit bonjour, et bien, bonne journée. Hein. Pourquoi je ne vais pas me mettre en colère? Parce que je ne suis pas fou. Parce que le rapport de force n'est pas mon avantage. Par contre, si je vois sortir un petit gringalet et je pense être quelqu'un de fort, ouais, je ne comprends pas que tu t'en vas. Pourquoi? Parce que comme j'ai l'impression que le rapport de force est à mon avantage, bon, après je me rends compte que les champions du monde de karaté, c'est un deuxième problème, mais comme j'ai l'impression que le rapport de force est à mon avantage, donc j'utilise ce rapport de force pour obtenir ce que je veux ou pour exprimer mon désaccord. Ce qui se passe, c'est quoi? Regardez. Les enfants, quand ils sont petits, eh bien, un enfant, il a besoin de quoi dans la vie? Alors, on a tous besoin de trois choses. On a besoin de manger, et de boire aussi, de dormir et de bras, c'est-à-dire de se sentir aimé. Alors, manger et boire, on le donne à l'enfant, mais quand l'enfant est tout petit, qui lui donne cette vitamine A, cet amour dont on a tellement besoin? A priori, ce sont ses parents. Seulement, quand on grandit, cet amour, nos parents nous le donnent, mais d'autres aussi nous le donnent à côté. Des amis, nos frères, nos sœurs, la famille, on sent qu'on nous apprécie, qu'on nous aime, ça nous nourrit. Maintenant, l'enfant, lui, n'est pas encore au courant que d'autres peuvent l'aimer pour lui. Ses dispensateurs d'amour unique, pour l'instant, sont ses parents. Donc, imaginez que vous pensez que la seule personne qui peut vous aimer ne vous aime plus. C'est super angoissant. Vous n'avez qu'une envie, c'est qu'elle vous aime à nouveau. Et donc, on est prêt à tout faire pour pouvoir retrouver son amour. Un enfant, lorsque l'on se met en colère, a l'impression qu'on ne l'aime plus. Comme il a l'impression qu'on ne l'aime plus, c'est très angoissant. Donc, il va faire ce qu'il faut pour pouvoir retrouver notre amour et donc se plier souvent à notre volonté. Jusqu'au jour où il se rend compte que d'autres peuvent l'aimer et qu'il trouve dans le groupe, et c'est souvent ce qui se passe à l'adolescence, d'autres personnes qui l'aiment. Alors, on sait très bien que souvent, ce n'est pas vraiment de l'amour. J'aime l'autre. Alors souvent, si c'est des relations garçon-fille, de manière générale, je t'aime, traduction, je veux te consommer. Mais pardonnez-moi de le dire de cette manière un peu brute de décoffrage. Ce n'est pas systématique, évidemment, mais il peut y avoir aussi des relations d'amour fortes entre des personnes qui expriment véritablement des sentiments qui ne sont pas nécessairement des sentiments amoureux, mais on se sent apprécié. Et évidemment, ça nous nourrit, ça nous remplit, ça nous apporte énormément. En tout cas, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le rapport de force est à notre avantage, et donc c'est la raison pour laquelle l'autre va plier. Regardez, vous êtes patron. Vous avez des employés qui ne font pas leur travail pour leur hurler dessus. Si le marché de l'emploi est en beau fixe, ils se lèvent et ils partent. Pourquoi? Parce que tu t'amuses à nous crier dessus, tu nous stresses. Salut tout le monde! Par ailleurs, il y a de quoi nous recruter. Si le marché de l'emploi n'est pas au beau fixe et qu'on a peur de ne pas trouver d'emploi, on se soumet malgré le fait qu'on ait subi cette colère. Le problème, c'est quoi? C'est que cette colère-là qui nous permet d'obtenir certaines choses ne fait pas de nous quelqu'un que l'on apprécie. Le problème du coléreux, c'est quoi? C'est qu'il obtient. Il a l'impression qu'au fond, il a gagné. Il a tout perdu. Parce que
même si on se plie à sa volonté, parce que nous n'avons pas le choix souvent, parce que le rapport de force est à son avantage, mais clairement, on ne peut pas véritablement dire que c'est quelqu'un que l'on apprécie. Ce n'est pas quelqu'un vis-à-vis duquel on a des sentiments positifs. Donc, ça va être ici le point de départ de cette problématique. C'est-à-dire comment faire pour ne pas tomber à l'intérieur d'une colère qui pourrait amener les résultats que l'on attend, mais qui pourrait complètement pervertir le monde des relations que l'on a vis-à-vis des autres. Et d'ailleurs, on se rend compte parfois, c'est le passage entre l'enfance et l'adolescence. L'enfant se met en colère, hein, et puis il plie. Et puis un beau jour, même pas mal. Pourquoi? Parce qu'il a un groupe. Il a des amis qui sont là et qui peuvent lui donner ce que l'on ne lui donne plus à la maison ou ce dont il a plus l'impression qu'il n'a plus à la maison. Parce qu'en réalité, on continue à l'aimer, enfin, j'ose espérer. Mais lui, à la limite, il peut aller trouver ailleurs cela. Au passage, malheureusement, les grandes manipulations dans le domaine affectif existent beaucoup chez des personnes qui sont en besoin d'amour. Et donc, il suffit que quelqu'un repère une personne qui est en besoin d'amour pour lui donner l'impression que cette personne-là est admirable, est respectable, est belle, exceptionnelle. Et à partir de cela, évidemment, on commence à être nourri par cette personne, donc on commence à dépendre d'elle. Et à partir de là, bonjour pour la suite. Ça peut être légèrement complexe, mais ça, c'est déjà encore un autre sujet, mais qui mérite d'être pensé et réfléchi, parce que les manipulations vis-à-vis de personnes qui sont en déficit d'amour ou d'estime d'elles-mêmes sont souvent des points de départ de ce qui peut amener par la suite à des catastrophes. Et c'est d'ailleurs une des choses dans lesquelles c'est le plus difficile de créer des ruptures. Pourquoi? Parce qu'enfin, j'ai ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de ça. Donc, tu ne vas pas m'enlever enfin cette chose qui me donne une sensation de bien-être. Et quelque part, c'est compréhensible. C'est compréhensible. C'est la raison pour laquelle il faut apprendre à avoir l'estime de soi. Il faut que dans l'univers familial, on donne de l'amour et de l'estime à l'enfant, et à l'adolescent, et au jeune adulte, et à l'adulte, enfin à tout le monde. Pourquoi? Pour ne pas être en quête légitime, totalement légitime de cela, et à partir de cela, se retrouver parfois manipulé sans s'en rendre compte. Parce que si tu te rends compte que celui qui t'a donné de l'amour t'a manipulé, ça veut dire qu'en vérité, il t'a jamais aimé. Donc c'est encore pire. C'est encore pire, ce sentiment de se faire voir, et en plus de réaliser qu'on a eu l'impression qu'on était aimé, alors qu'en vérité, l'autre voulait nous manipuler. Donc on ne peut pas, à un moment, accepter cette parole qui est encore plus difficile à accepter. Ok, c'est un sujet en tant que tel, mais je pense que c'est important aussi de l'évoquer parce que ça permet à chacune, à chacun d'entre nous de bien réfléchir et de savoir être dans une réelle vigilance, surtout au niveau de nos adolescents, parce qu'il y a quand même quelque chose ici de très important. Et quand soi-même on est ado ou adulte ou autre, bien réfléchir qu'est-ce qui se joue à l'intérieur d'une relation qui n'est peut-être pas nécessairement aussi belle que celle que l'on voudrait imaginer. Alors, travail sur la colère. Donc, 1. Souplesse. Qui a dit que? S'habituer à imaginer qu'on peut voir les choses de manière différente. Travail numéro 2, c'est quoi? C'est donc être conscient que la colère, c'est quand le rapport de force est à notre avantage, et l'objectif n'est pas d'obtenir ce que l'on veut, mais d'être capable à un moment de justement créer une relation dans laquelle on va pouvoir faire passer des messages. Très bien. Pour tout vous dire, j'ai une série de cours sur la colère sur Lev Vidéo, d'accord? Accès libre. Il y a même un livre qui a été écrit, il y en a 2, les 4 coupes de lait, vous le connaissez peut-être, après le second qui s'appelle La chair dans le placard, réflexion sur la rancœur, la colère et les désirs. Je vais donc faire quelques ouvertures, mais je ne vous donnerai pas l'intégralité, pas parce que je vous aime pas, parce que sinon, ça serait un peu dommage de trop concentrer, mais je vais juste essayer d'ouvrir sur 2-3 points qui sont liés au travail sur la colère. Tout d'abord, la colère, eh bien, elle se passe, elle s'exprime quand on est face à une situation qui nous pose problème. On est d'accord? Super. À partir de cela, la question elle est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire un travail en amont? En amont, c'est-à-dire avant.
pour quand on se retrouvera dans une situation, on saura gérer. C'est la grande difficulté que souvent les gens ont, c'est qu'ils attendent d'être face à la situation pour commencer à réfléchir comment ils vont la gérer. Donc, ils sont sans arrêt dans des gestions de crise, sans distance émotionnelle, pour savoir comment penser la chose. Si vous êtes businessman, quel que soit le domaine, vous essayez d'imaginer les situations que vous pouvez être confrontés et vous réfléchissez avant déjà comment est-ce qu'il faut gérer et réagir. Je ne suis pas businessman. Il m'arrive d'assister à certaines réunions et d'avoir des réunions de travail. Et parfois, je sais que ça va être avec des personnes un peu complexes. J'essaye dans ma tête de m'imaginer la personne agressive. Et dans ce cas-là, quelle sera la manière la plus intelligente de ne pas tomber dans le piège qu'elle est en train de me tendre pour que moi-même je tombe dans la spirale. Et à partir de cela, quand la situation est là, si elle est là, vous savez gérer. Pourquoi ? Parce que vous avez en amont déjà pensé la chose. Mais ici, il y a un travail en amont sur l'univers de la colère. Au fond, c'est quoi le problème ? Il y a une réalité qui me pose problème. Et il y a de vraies raisons pour que ça me pose problème. J'avais dit à mon fils, tu ne prends pas la mobilette, c'est Yahasra la mobilette, moi j'ai roulé en mobilette, la Peugeot 103, n'est-ce pas ? Tu ne prends pas la mobilette, ou alors tu la ramènes à tel moment où tu fais ça, et il ne m'a pas écouté, il l'a prise et il l'a fait avec une bêtise. D'accord ? Donc, je suis légitimement pas content. Et le problème, c'est que quand il arrive, l'expression de mon mécontentement est un peu légitime. La difficulté, c'est quoi ? C'est que si je me mets en colère, je vais m'enfermer et surtout, il y a de fortes chances que l'autre n'arrive pas à m'entendre. Pourquoi ? Parce que souvent, la colère, elle a un effet un peu scotomisant sur la personne qui est en face. Cette face une colère, vous bloquez, vous n'arrivez plus à entendre. Donc, quel est le travail que je dois faire pour que je puisse quand même lui dire les choses, mais sans tomber en colère ? Eh bien, il faut tout simplement que j'arrive à être sovel, c'est-à-dire que j'arrive à supporter et réussir à bloquer la réaction immédiate que je voudrais avoir à l'intérieur de moi. C'est un travail qui prend des années. On soit bien clair. Des années. Des années et des années. Alors, il y a certaines personnes qui sont d'un naturel plus calme et qui, en effet, gèrent les choses beaucoup plus sereinement que d'autres. Mais néanmoins, apprendre à être sovel, c'est une des choses les plus complexes qui soient. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres avec des émotions. On est bouleversé. La situation nous touche. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est d'apprendre à ne pas être dans une réaction immédiate par rapport à une situation. C'est super facile à dire, là, on est en cours, tranquille, détendu, peut-être certains prennent leur petit thé à la menthe avec des macroudes ou avec du Laker, avec du thé chaud, voilà, on est détendu. Hein. Oui, vous savez, dans la vie, il faut être sovel, il faut supporter, il ne faut pas réagir immédiatement, c'est dommage. Super, mon frère, c'est génial. Viens me voir à la maison le soir à 18h ou le matin à 7h30 quand il faut habiller les enfants pour partir à l'école. D'accord ? Ou quand j'ai demandé à ma femme de faire quelque chose et qu'elle oublie, ou quand j'ai demandé à mon mari de faire quelque chose et qu'il oublie, généralement, ça se passe plus dans ce sens-là d'ailleurs. Hein ? Super. Donc, Sovel, c'est quoi ? C'est s'habituer à ne pas réagir immédiatement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et au passage, je suis désolé, ça va peut-être paraître machiste, mais ça ne l'est pas. Les femmes ont parfois plus de difficultés que les hommes. Attention, qu'on soit bien clair, la colère existe autant chez les hommes que chez les femmes. Mais lorsqu'une femme est face à une situation qui lui pose problème, souvent, elle a été habituée à être à la Lucky Luke. Elle tire plus vite que son ombre. Pourquoi ? Parce que de manière générale, une femme, elle réagit par rapport à une situation. Je ne parle pas nécessairement d'une situation négative ou d'une réaction négative. Elle est là, elle voit quelque chose, elle agit, elle réagit. Et quelque part, c'est une de ses forces incroyables. Donc, s'habituer à ne pas réagir immédiatement est quelque chose qui n'est pas simple, ni pour les hommes, ni pour les femmes, évidemment, mais parce que le féminin a l'habitude d'être dans l'action, c'est peut-être plus complexe parce que justement, cette action qu'elle a et qui est extrêmement positive dans plein de domaines, il faut savoir dans d'autres domaines, justement, ne pas réagir dans l'immédiateté. Être Sovel, explique Rav Wolbe, qui est un des grands maîtres duquel je m'inspire évidemment, être Sovel, supporter, c'est vous êtes là, le gosse, le mari, la femme, le copain, la copine, la personne, elle est là. Elle vous a dit,
Oui, alors attendez, je vous écris ça tout de suite. Et on est là. Et le train, il part dans 12 minutes. Et le bonhomme, il prend son temps. Seulement si tu t'énerves, si tu te mets en colère, il va prendre 2 fois plus de temps. Parce que pendant 5 minutes, tu vas dire pourquoi vous me criez dessus, je comprends pas, etc. Et là, c'est sûr. Donc, tu es sauvage. Tu supportes, tu ne réagis pas immédiatement. Et je vais vous dire, c'est quoi les bénéfices? Je vous donne un exemple très simple. On doit partir en week-end en amoureux. D'accord? Super, on a préparé et tout. Et j'ai dit à ma chère et tendre, n'oublie pas de prendre avec toi telle et telle chose. J'aimerais bien qu'on amène ça dans mes habits, des telles paires de choses. Je sais pas. D'accord? On arrive et je constate juste avant de partir qu'elle n'a pas pris. Et non seulement elle n'a pas pris, mais ce truc-là devait être lavé, c'est pas lavé. Oh, pourtant je vais demander. Alors, la réaction, ça va être une grosse crise de colère, mais ça va être peut-être, mais je ne comprends pas, mais je ne te demande pas beaucoup de fois des choses. Pour une fois que je te demande un truc, tu ne pouvais pas y penser. C'est une forme de colère. Et là, Mazel Tov, vous venez de, pardonnez-moi l'expression un peu bas de gamme, de pourrir votre week-end. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été capable d'être sauvé, de supporter. Alors, je vais nous poser une question. Dis-moi, mon frère, est-ce que le fait d'avoir fait cette remarque et de t'être mis un peu en colère, a-t-il eu un effet positif qui a fait que, comme par hasard, le fameux t-shirt vert au pois rouge que tu voulais absolument prendre s'est trouvé lavé, séché et dans ta valise? Si ça fonctionne comme ça, alors mets-toi en colère, parce que why not? C'est comme se mettre en colère quand on est dans la voiture, quand ça n'avance pas. Rassurez-vous, je me suis mis en colère comme tout le monde dans la voiture, hein, qu'on soit bien clair. Parce que donc, quand les gens m'entendent parler, ils disent « Oh là là, vraiment, le man, il parle bien de la colère. » Attendez, venez me voir le soir à 18h, hein, c'est un travail pas simple du tout, du tout, du tout. C'est des années. Ce sont des années. En tout état de cause, concrètement, ta colère ne t'a rien donné, n'a rien changé à la situation. Elle a juste amené que les choses vont se passer mal. Imagine juste, t'es sauvé, tu supportes pendant 2 minutes. Tu dis, de toute façon, le t-shirt rouge à pois vert, je crois que c'est ce que j'avais dit, ne sera pas lavé, ne sera pas là. Point. Ça, c'est terminé, ça n'existera pas, nous devons partir, le taxi attend en bas, on doit y aller. Point. Est-ce qu'en vérité, je veux traduire ça comme étant ma femme ne fait pas attention à ce que je dis? C'est possible, mais il y a plein de situations dans lesquelles elle fait plus attention à ce que je dis. Donc, aujourd'hui, elle a oublié, pour une raison qui est la sienne. Super. Tu crois que ta femme, elle ne va pas se rendre compte qu'elle a oublié? Ouais. Tu crois qu'elle ne va pas apprécier que tu aies eu l'élégance de gérer ça avec intelligence? Si. Regardez, c'est comme quand on est fâché. Et qu'après, l'un des deux a l'intelligence de dire, allez, next, on avance. C'est faire preuve d'élégance et d'intelligence. On apprécie. Allez, on a décidé de dépasser les choses. Quelque part, le bénéficiaire, mais c'est toi, mon frère. Parce que un quart d'heure après, il va dire, je suis vraiment désolé, j'ai complètement oublié, et puis truc, etc. Toi, tu lui diras, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, de toute façon, l'essentiel, c'est qu'on parte ensemble. Je vous l'ai fait comme ça, mais mon frère, mais c'est comme ça qu'on construit, c'est comme ça qu'on avance. Tu as été sauvé 2 minutes, tu as multiplié ton week-end, tu l'as démultiplié. On n'est pas sauvel. Non seulement ne pas être sauvé ne change rien à la réalité. Vous avez vu quelqu'un qui se met en colère et brusquement le monde change? Non. Sinon on le ferait. Alors ça sert à quoi? À rien. Le problème, c'est qu'on est des êtres humains. Et comme on est des êtres humains, on a des pulsions, des passions, des ressentis, des émotions et plein de choses. Et la question est de savoir qui dirige quoi. Ma colère, c'est quoi? C'est mes sentiments, mon corps, voilà, toute cette dimension très animale qui fait partie de moi-même. Les animaux se mettent en colère. D'accord? Puis qui dirige? C'est la tête. Vous avez déjà vu un jour un cheval et un cavalier? Comment ça se passe entre le cheval et le cavalier? Ben, c'est le cavalier qui dirige le cheval. Parce que sinon, moi si je suis un cheval, j'ai envie d'aller dans les endroits où il y a de l'herbe bien verte, aller voir où est-ce qu'il y a des juments qui se promènent, vivre ma vie, détente, courir de temps à autre parce que c'est sympa. Mais concrètement, si je dois arriver quelque part, j'arriverai jamais. Mon cavalier me dit, je comprends, tu as envie de manger l'herbe, il n'y a pas de problème. Tu as envie d'aller là, je comprends. Next, on avance. Il maîtrise. Il donne de temps à autre une petite dose, mais il maîtrise. Qui dirige quoi? C'est ça qui dirige ça. C'est la tête qui dirige le cœur, les émotions, c'est le contraire. Évidemment, ce n'est pas simple.
C'est de la théorie, dans la pratique, il faut s'habituer. C'est pour cela que Rav Wolbe explique et dit que le travail sur la colère, comme le travail sur toutes les méthodes, sur tous les traits de caractère, c'est quoi? C'est jour après jour. Donc, je nous propose de faire le travail suivant. Le travail, ça sera quoi? Ça sera tous les jours, pendant un quart d'heure, de décider de garder son calme et de ne pas réagir, quelle que soit la situation. Bien sûr, si tu te rends compte que l'enfant, il est en train de précipiter le service en porcelaine qu'on a hérité de la grand-mère dehors pour le faire tomber sur le voisin, je peux comprendre que tu réagisses immédiatement et que même fermement. Ok. Ce genre de calme n'existant pas nécessairement tous les jours, en tout cas pas à ma connaissance, alors tu vois des choses et tu bloques ta réaction. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on s'habitue aux choses. C'est comme cela que l'on s'habitue. On s'habitue à travers des exercices quotidiens que l'on va faire. C'est comme le reste. Vous avez envie d'apprendre à faire du piano, du violon, ce que vous voulez, c'est jour après jour, après jour, après jour. Certaines personnes ont cette chance incroyable d'avoir dans leur outillage de base une qualité qui s'appelle la constance. Et d'autres ne l'ont pas ou l'ont beaucoup moins. Chacun travaille différent. Les gens qui ont de la constance sont parfois des gens qui n'ont pas beaucoup de sensibilité. Les gens qui ont de la sensibilité n'ont pas peut-être... Ça, c'est quelque chose à faire. Jour après jour, un quart d'heure tous les jours, sauvel, 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 sauvel. Tu t'habitues à supporter pendant un quart d'heure. Tu te dis, je ne réagis pas. Alors attention, hein, on ne choisit pas entre 3h et 3h15 du matin, d'accord? Et on ne commence pas nécessairement à faire ça le matin à 8h moins le quart quand il faut amener les enfants à l'école. Choisissons des moments dans lesquels il y a l'ambiance, mais pas tout de suite. Je fais une parenthèse d'ailleurs. Vous savez que vendredi après-midi, ou veille de fête, il y a un invité surprise systématique chez nous tous. Vous savez, c'est comment? Comment il s'appelle? Le Yetzer Hara. C'est-à-dire celui qui nous pousse à faire des erreurs et des bêtises. Il est là pour créer une tension avant Shabbat, qui va être un moment de menoucha, de repos, de sérénité, etc. Ne tombons pas dans son piège. Donc, travaille sur la savlanout, sur apprendre à supporter. Je saute énormément de notions, parce qu'on a encore une dizaine de minutes ensemble, 10-15 maximum, et je voudrais passer à un deuxième point. Beaucoup de personnes disent « Ok, d'accord, je suis sauvel, je ne réagis pas, je bloque ma réaction, je fais un sourire, je suis émotionnel, super. » Non mais attendez, mais vous avez vu, il a fait quand même une bêtise, il faut que je lui dise. Tu as raison. Mais au fond, c'est quoi le but? Le but, c'est que l'autre, il entende ce que tu vas lui dire. On a vu que dans la colère, c'est très compliqué. La colère bloque. La colère est un élément qui empêche d'entendre. Pourquoi? Parce qu'on se sent mis en accusation, on en a peur. Il y a des gens, l'autre, ils se met en colère, ils n'entendent plus, ils sont bloqués. Donc, on ne fait rien avancer du tout. Plus que ça, comme on a vu, si tu es en colère, les gens ne t'apprécient plus. Alors là, on va dire, ok, donc on va, hop là, allez. Ça y est, Mazal Tov, on a tous cette capacité d'être sauvel, de supporter, on ne réagit pas. Bon, je vous rassure tout de suite, ça ne marche pas, sinon j'aurais vendu le truc, depuis longtemps j'en ai fait un brevet. D'accord? Mais on va aller se dire, voilà, il y a eu une situation dans laquelle on n'a pas réagi. Il y a eu une situation dans laquelle on était capable de garder son calme. Mais comme dirait l'autre, tachlos, concrètement, après, on ressent le besoin d'en parler à l'autre parce qu'il y a eu un problème. Parce que vraiment, ce n'est pas le coup du t-shirt que l'autre il a oublié. C'est un truc, voilà, d'accord. Le coup du gosse qui a pris le scooter ou le machin, etc. Ce genre de choses, vous voyez. Alors là, comment est-ce qu'on dit? Eh bien, on va ouvrir un texte. Pour ceux qui vont à la synagogue tous les vendredis soirs, ça va peut-être leur faire un petit bibi. Tous les vendredis soirs, on dit un texte qui s'appelle Bameh Madikim, qui est un texte tiré du Talmud du second chapitre du traité de Shabbat. Et à la fin de ce texte, on dit la chose suivante. C'est une Mishnah, un enseignement talmudique qui nous dit Shalosh dvarim tzarich adam lomar betor beto erev shabbatim chashecha. Il y a 3 choses que l'individu doit dire chez lui vendredi après-midi quand le soleil se couche, c'est-à-dire lorsqu'on arrive en zone Shabbat. C'est quoi 3 choses? Isartem et raftem adiko etaner. Ce qui veut dire Isartem, avez-vous fait les prélèvements obligatoires? Et raftem, avez-vous fait le hérouv? Je vais expliquer très rapidement ce que c'est. Et adiko etaner, allumer les bougies. Alors, les 2 premières choses, c'est quoi? C'est une question. Le maaser, c'est quoi? C'était surtout en terre d'Israël, même si ça peut exister aussi en France avec des fruits d'Israël. C'est avez-vous pris les prélèvements sur les fruits qui vont nous permettre de les consommer pendant Shabbat? Parce que les fruits d'Israël, nous devons prélever une partie pour en donner aux prêtres. Et même aujourd'hui, on en prélevé une partie, même si on ne va pas le donner aux prêtres, on va devoir la jeter. Et si
on ne l'a pas prélevé, on ne peut pas consommer le fruit. Et Raftem, le Hérouf, c'est un système que l'on doit mettre en place si on a envie de transporter d'un univers à l'autre à travers un système qu'on appelle le Hérouf. Alors, moi, je rentre chez moi, d'accord? Shabbat va bientôt rentrer. Je vais poser la question, est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait ça? Pourquoi? Parce que si on oublie, c'est un peu dommage. Et je ne peux pas le savoir, je ne suis pas au courant, parce que cet acte, c'est un acte technique qui a peut-être déjà été fait, mais il faut le savoir. Par contre, Hadiko et Taner allumer les bougies. Alors, je vais essayer de m'imaginer. Shabbat était à 8h, 20h, d'accord? Je rentre chez moi, il est 18h, je dis à ma chère et tendre épouse, à 18h30, allume les bougies. Elle me regarde, elle me dit, détends-toi mon frère, il y a encore 1h30 avant Shabbat. On se doute bien que je ne vais pas dire à mon épouse, vendredi après-midi, 1h avant Shabbat, d'allumer les bougies. Donc, et comme la Mishnah le dit, Imchachecha, c'est le moment Chocher, c'est le moment où le soleil est en train de se coucher, donc c'est Shabbat bientôt. Et là, les bougies ne sont toujours pas allumées. Donc là, je vais lui dire, il faut allumer les bougies. Super. Vous savez ce que les maîtres du Talmud nous disent? Attention. C'est un texte en araméen, comme le Talmud. Ils disent, il faut lui dire calmement, afin qu'elle puisse le recevoir. Et là, vous savez, les maîtres du Talmud n'utilisent pas un langage pour rien. Moi, si on me dit, tu sais, il faut dire ça à ta femme calmement, je comprends. Pourquoi tu as besoin de me dire afin qu'elle puisse le recevoir? On a ici, j'ai l'impression, et c'est avec ça que j'ai envie de conclure notre travail sur la colère, en tout cas cet exposé qui, comme je vous l'ai dit, est assez imparfait parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir là-dedans. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. D'abord, Benichuta calmement. Divrei chachamim benachat nishmaim. Les paroles des sages s'écoutent sereinement. Vous savez, souvent, si on se surprend, si on s'écoute, d'ailleurs, ça serait intéressant de s'entendre. Quand on commence à dire quelque chose à l'autre, souvent, les gens ont tendance, ils augmentent le ton de leur voix. Ils passent, détente mon frère, je peux l'entendre aussi, même si tu te calmes. Il faut le savoir. Les enfants, d'ailleurs, le captent aussi très facilement. Et ça les stresse, parce qu'ils ne comprennent pas. Donc déjà, benichuta, parce que l'autre, grâce à Dieu, a des oreilles qui fonctionnent. Donc quand tu dis à quelqu'un, s'il te plaît, je pense que ça serait important que tu fasses ça, ça se passe très bien. Tu dis, mais s'il te plaît, je ne comprends pas, il faut le faire. Tout va bien, quoi. Bon, ça, c'est déjà le premier point. Sauf si on était habitué à grandir dans une famille dans laquelle, en dessous de 80 décibels, on n'entendait rien. Il y a des gens, ils ne commencent pas à parler s'ils ne crient pas. Mais je ne comprends pas. Calme-toi. Divrei chachamim benachat nishmaim. Les paroles des chachamim, nachat. Maintenant, moi, je vais essayer d'imaginer la chose suivante. D'accord? Vendredi après-midi, 19h58, je me rappelle du texte, la première partie du texte, je vais dire ça, benichuta. Benichuta, ça veut dire dis-moi, il faudrait que tu aies lu l'objet peut-être. Je lui dis calmement, je ne suis pas énervé. Vous êtes d'accord que c'est inaudible. C'est waouh! Qui est écrit de l'ikabinominé. Quand tu dis une chose, il faut que l'autre puisse le recevoir. C'est-à-dire, moi, j'essaie de m'imaginer quelqu'un qui tu dis 2 minutes avant Shabbat, tu sais, il faudrait peut-être allumer les bougies. Moi, j'essaie d'imaginer mon épouse, son épouse, la troisième épouse, qui vous voulez, d'accord? Une épouse qui est là. Elle, officiellement, et pas qu'officiellement, officieusement, elle a travaillé. Elle a travaillé peut-être à l'extérieur, elle a préparé son Shabbat. Elle a couru. Et toi, tu es là, tu es en train de dire, il faut allumer les bougies. Toi, de ton côté, c'est juste, tu n'as pas envie qu'elle se retrouve coincée. Ce n'est pas méchant du tout. Mais comment pour le recevoir? Et je sais ce que je dois faire. Tu as vu déjà, j'ai la plata, et la dafina, et le tchoula, et le gefilte fish, et le poisson à la sauce marocaine. Détends-toi, j'ai encore 2 minutes. Ça peut être vécu de manière très difficile. Et l'autre ne peut pas l'entendre. Kéhéri de l'ikabli nominé, c'est imaginer comment l'autre peut le recevoir. Alors, je vous donne un truc. Ouais, tu as fait une super table, c'est génial, tu sais, c'est dans 2 minutes 20 heures. Ces mots-là, comme tu as dit auparavant quelque chose qui est beaucoup plus gentil, l'autre peut les recevoir. Comme tu dis à quelqu'un, j'ai beaucoup apprécié ça et ça. Donc quand l'autre a entendu ça, maintenant, ça serait bien si tu pouvais faire ça. On peut l'entendre de manière différente. Ce n'est pas de la manipulation. C'est tout simplement se rappeler qu'on est face à un être humain. Et qu'un être humain, les gens disent, ouais, tu me fais d'abord un compliment. Non, je le crois. Parce que je considère que ce n'est pas simple parfois d'entendre une parole qui peut être lue et interprétée comme étant mauvaise, agressive. On sait bien que le grand problème, c'est souvent l'interprétation que l'on fait. On va apprendre à être sovel,
à supporter. Ça, c'est un premier point. Mais dans un second temps, on va apprendre à se dire comment je fais pour que l'autre puisse entendre les mots que j'ai besoin de lui dire. Et essayer d'imaginer comment l'autre peut les recevoir. Et à partir de cela, réfléchir à la manière dont on doit dire les choses pour que l'autre arrive à les recevoir. C'est ici une des bases qui permet de construire véritablement un monde dans lequel on va pouvoir avancer et construire. Voilà quelques éléments de réflexion par rapport à cette thématique. Évidemment, ce sont des choses qui sont pas simples. Quelqu'un me dit que quand un des partenaires est de nature coléreuse, eh bien, est-ce que c'est pas quand on se montre patient, c'est pas comme si on tolérait les choses? Non, pas du tout. On doit montrer à l'autre, être patient, ça ne veut pas dire ne pas dire les choses. On peut dire à quelqu'un, tu sais, quand tu te mets en colère, ça me fait beaucoup de mal. Je sais que tu ne le fais pas pour me faire du mal, mais sache que ça me touche beaucoup. On doit exprimer, mais sinon après on rentre dans des spirales. Et pardonnez-moi qu'on rentre dans des spirales, bienvenue au jardin d'enfants. Parfois on se retrouve en tant qu'adulte, mais on est encore dans le bac à sable. Ouais, tu m'as dit, toi et toi, t'es là. T'as quel âge mon frère? 4 mois, 4 ans, 6 ans, 8 ans. Ça c'était au GAN. 1-0 balle au centre et ouais, tu m'as dit, ben, je te dis, et c'est pas moi, et c'est l'autre, etc., etc. Évidemment, ce que j'ai dit, c'est de la théorie. En pratique, c'est plus complexe, évidemment. Mais nous n'avons pas le choix. La Torah nous demande de faire un travail par rapport à nous-mêmes. C'est un travail de vie. C'est un travail qui prend des années. Pour les personnes qui aimeraient, en effet, effectuer ce travail, alors il y a énormément de livres, bien sûr. Je me permets juste de vous proposer cette série de cours qui a été donnée dans le cadre du confinement et qui se trouve sur Lev Vidéo. Il y en a beaucoup, sur beaucoup de thématiques. Là, en l'occurrence, il y a une série de cours sur la colère. Ce sont des cours, si vous avez envie de les écouter, à apprendre et après à faire un travail de manière extrêmement concrète et à travers cela, continuer à avancer, continuer à grandir, se donner les moyens de devenir modèle et exemple par rapport à nous-mêmes, être fiers de soi, que les autres puissent être fiers de nous et que le créateur de l'univers soit fier de ses créatures. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous prie de m'excuser encore pour le petit retard au début. Lève vidéo pour les cours, sinon il y a les livres, comme je vous l'ai dit. Plein de bonnes choses. Merci à ceux qui ont organisé ce soir ce cours. Merci de m'avoir permis de partager avec vous cet enseignement que j'ai le privilège d'entendre de mes maîtres. Et Bezrat Hashem, à très bientôt. Kol Tov à tout le monde.